Voici le bulletin de météo marine. En Atlantique et mer du Nord, grand frais à force de vent court ou prévu pour midi, profitez du crevasses. Principale rivière future bien à Moi, je suis candidat à la présidence de la République. C'est simple. On ne veut pas, c'est avoir cette famille avec Mélenchon. Comment fait-on pour interdire les licenciements? Je veux du rock. Je l'aime. J'en ai marre, voilà. Nom, Testar. Prénom, Laetitia. Âge, 39 ans. Sexe, féminin. Taille, 1m70. Yeux, marron. Profession. Profession, multiple. Rêve. Première chose que j'ai lue, j'avais 7 ans, je me rappelle, j'avais eu en cadeau 2 livres, Robinson Crusoe et L'île au trésor. Et je sais pas, ça devait être une tante ou j'en sais rien. Et je me souviens, c'était en été et j'ai commencé... je crois que c'est le premier souvenir vraiment de voyage, de rencontre avec un livre qui m'a complètement transpercée, emmenée. Le temps n'existait plus, l'espace n'existe plus. Pareil, j'ai 8 ans, 9 ans. Un soir, je commence à lire un sac de billes, c'est con, mais bah, je peux pas arrêter de lire, quoi. Donc je fais une nuit blanche avant d'aller à l'école. Je peux pas arrêter. C'est pas possible d'abandonner les personnages. Et je crois que ça faisait partie de ma fascination. Et voilà, c'est mon souvenir majeur. Écrire. Dans la blancheur des draps et du voile qui retient ses cheveux, ma mère repose comme une icône. Ça lui aurait plu. Chandana, mon premier roman. Elle m'a demandé si je brûlerais des cierges pour elle après sa mort. J'ai simplement répondu « Non, maman, je brûlerai des églises ». Ma situation règle sans même y réfléchir la question de l'enterrement. Il n'y en aura pas, voilà tout. Il ne peut y en avoir. Ce genre de rituel est réservé aux Novariches de Chandana, regroupés sur le flanc du coteau dans des parcs sécurisés. Pas aux populages comme nous, à qui on octroie sans réserve les eaux tumultueuses du fleuve pour sépulture. Mais ma mère avait encore des rêves de jeune fille et a voulu y croire jusqu'au bout. Écrire. Ailleurs. Ici. Un métier. Les souvenirs. L'enfance. Ah, il y a papa. Bon, écoute, tu vois, tu sélectionnes. Oh, il y en a plein. Oh, ça, c'est génial. Ça, tu faisais... Attends, c'était Pink Floyd. Chez Papou. J'adorais les contes aussi. Je lisais énormément de contes. Je crois que j'avais commencé par les contes de Perrault. Donc, ça ouvre déjà à tout l'imaginaire. Ça, c'est un truc qui était très présent, quoi.
qui peut être un peu gênant dans ma vie sociale. Mais parce que quelque part, je crois que j'ai mis du temps à faire la différence. Enfin, j'étais beaucoup plus ancrée dans mes lectures que dans la vraie vie, ça c'est sûr. Et peut-être aussi c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire. Parce que y a les contes qui m'ont aussi amené à écrire moi-même et à inventer d'autres issues, d'autres histoires. Et cette danse-là, cette musique, j'aimais bien la continuer en fait. J'aimais bien essayer de donner une partition, ça n'engageait à rien. Hein. Et je l'écrivais parfois à l'écrit, mais j'écrivais énormément dans ma tête. J'écrivais sans cesse. Quand je marchais, quand je me promenais, ça m'habitait en fait. Ça me travaillait. Écrire. Solitude. Rêve. Marcher. Chandana, mon premier roman. Ma mère me disait « Tu comprendras peut-être pourquoi les femmes retiennent tout, parce qu'elles n'ont pas de temps. » J'avais 12 ans, elle avait raison, je ne savais rien. Je veillais à caler sa tête, légère comme un ballon, avec un coussin que j'aurais rempli de sable pour ne pas qu'elle s'envole. Car même si elle ne parlait plus, j'espérais qu'elle m'entende encore. Quand le soir arrivait ainsi, il me fallait trouver une histoire. La prisonnière des 1001 nuits devait au moins autant que moi appréhender la fin du jour. J'ai commencé à tenir un journal aussi. Et c'est marrant parce que c'est un peu lié aussi à l'île au trésor. Ou vendredi, ou je sais plus quelle lecture, mais puis il y a eu Anne Frank aussi, le journal d'Anne Frank. Le côté diariste comme ça est arrivé assez tôt. J'ai eu comme un laboratoire en fait, hein, vraiment c'est ça. Mais parfois je reprends quand même, c'est marrant des fois. J'ai mes journaux, donc je peux remonter 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. J'aime bien. L'adolescence, la vie dans un foyer, rupture, d'autres jeunes, les éducateurs, d'autres histoires que la mienne, partir, ailleurs, ici, là-bas. Mais j'ai beaucoup écrit d'où les gens partent, enfin d'où les gens arrivent, où ils vont, essayer d'imaginer voilà, de quoi est fait leur passé, leur futur, les trajectoires. Tiens, s'ils rencontrent celle qui est à 3 mètres à côté, qu'est-ce que ça donne? J'ai gardé ce truc-là depuis que je suis gamine, c'est que dans la rue, les gens c'est les gens, mais les gens c'est pas les gens. C'est-à-dire que c'est des personnages potentiels tout le temps. Et des scènes, mais j'en vois plein. Il y a ce que tu vois et ce que tu es capable de retranscrire par les mots et que tu cherches vraiment, tu dis comment je peux retranscrire cette émotion, cette couleur, cette saveur, cette température, ce mouvement. Et là, tu es vraiment en quête de quelque chose. Et puis si ça peut me provoquer autant d'intensité que quand moi je suis lectrice, et en fait, il y a un truc quand même qui est crucial, c'est que j'aime écrire. Ouais, il y a un rapport, je sais pas, charnel aux mots, quoi. Écrire. D'autres histoires que la mienne. Je sais pas comment c'est venu, mais à un moment donné de ma vie, voilà, on m'a sollicité pour rédiger, écrire dans un français qui tienne la route, des lettres de demandeurs d'asile. Donc en fait, il y a une première traduction qui est faite, grossière, et ensuite à moi justement de rendre la lettre fluide et à lire, simple à lire. Je dois rendre compte d'un moment de vie, d'un récit de vie. Voilà.
Mais en tout cas, moi j'essaye au maximum de raconter au plus près les raisons pour lesquelles les personnes demandent de manière urgente et nécessaire à être accueillies sur le sol français. C'est un vrai devoir, quoi. C'est un devoir dans le sens humain. Donc ils racontent leur vie quand même. Hein. Exil. Rêve. Longtemps, je lui ai raconté des histoires. Mais depuis que ses yeux fixaient le vide dans la pénombre du salon, mes personnages se sont taris, mes paysages se sont effacés, jusqu'à disparaître. Cette question, si on la posait dans la rue, par exemple, vous savez, sondage IFOP, avez-vous une âme, monsieur? Madame, avez-vous une âme? Quelle terreur. Et nous, ne pas fuir. Les catholiques les avaient pourchassés. La psychiatrie les avait étudiés. Pendant quelques dizaines d'années, on ne les avait plus contrariés. On avait même essayé de faire d'eux une part de marché en leur vendant des objets censés les aider dans leur quotidien. Leur dernier soutien, Barack Obama, allait quitter la Maison-Blanche et son successeur, pour une fois, ne serait pas gaucher. Une nouvelle majorité a commencé à les désigner comme cible. Les majorités se légitiment toujours par le traitement qu'elles réservent à leurs minorités. Ils ont senti qu'il fallait partir, mais les frontières se sont refermées. D'eux, il ne reste aujourd'hui que ces images. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
Avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez donc dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. » Ils ont décidé d'arrêter de fuir. Ils ne le se sont même pas dit. Ils ne bougeront plus, c'est tout. Les jours précédents, on avait entendu des communiqués qui se voulaient rassurants. On allait les rassembler, les regrouper, les déplacer, les assimiler. Et puis le ton a changé. Les gauchers ont plus de problèmes émotionnels que les droitiers. Ils sont en moyenne moins performants que les droitiers au test de QI, ont davantage de troubles comportementaux et sont plus souvent dyslexiques. Nos résultats montrent une prévalence étonnamment élevée de gauchers chez les patients présentant des troubles psychotiques tels que la schizophrénie et le trouble schizoaffectif. Alors que 10% de la population est gauchère, notre étude estime que 40% des schizophrènes écrivent de la main gauche. On estime qu'aujourd'hui, 10% environ de la population mondiale serait gauchère. En 1916, on pouvait lire dans la revue philosophique de la France et de l'étranger la proportion de gauchers étant seulement de 2,8%. Il faut voir dans cette faible proportion la preuve que la gaucherie doit être considérée comme une anomalie anatomique, comme une exception. Le gaucher, de même que le géant ou le nain, doit rester une exception, parce que l'espèce tend à se conserver normale. Les gauchers s'écartent plus ou moins de la généralité des hommes pour entrer dans la classe des dégénérés. C'est souvent au petit matin qu'on vient les chercher, pour les jeter dans un camion. Ils sont les prochains sur la liste, les prochains déplacés, prisonniers, éliminés, disparus. Il y a toujours eu des prochains, il y a toujours eu des listes.
s'il vous plaît, le tribunal. Est-ce que vous souhaitez être jugé aujourd'hui? Ouais, je préfère mieux passer dès maintenant. Monsieur le tribunal vous condamne à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme, dont 6 mois sortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Quand vous sortirez de vos 4 ans et demi de détention, vous avez une obligation de soins et une obligation d'indemniser les victimes. Le tribunal décerne donc un mandat de dépôt. Tu m'avais dit que tu avais arrêté de peindre parce que ton désir de reproduire parfaitement la réalité te rendait fou. Tu mets à l'envers? Oui, à l'envers. Quelque chose près, ça va? Pas quelque chose près. Ah, ça va le près. Bon. Allez, on le met en place. On est au milieu. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Tout. Tu m'avais dit qu'exposer ces objets était une manière de montrer que tu avais fait des choses dans ta vie. Tu m'avais montré la photo d'une vieille femme noire et tu m'avais dit qu'elle avait posé pour 10 francs CFA quand tu vivais en République centrafricaine. Tu m'avais répété, c'est une image typique, typique. Tu m'avais dit que de faire des photos et des films, c'était prendre des choses que l'on n'avait pas l'habitude de voir. Et tu avais ajouté, sinon ça n'a pas de valeur.
Tu m'avais dit que ce qu'il fallait absolument voir et filmer là-bas, c'était l'arc-en-ciel dans les chutes de Boali. Mais j'ai préféré garder l'image sans arc-en-ciel que tu avais faite de Liliane. Bon, retour, voilà. Elle m'avait dit, ici ou là-bas, tout est pareil. Il faut se lever le matin, préparer le petit déjeuner, aller travailler, préparer le dîner, mettre la table, débarrasser la table, faire la vaisselle, ranger, nettoyer, défaire le lit, aller se coucher. La seule différence, c'est que là-bas vous aviez un boy, et tu avais ajouté, comme tout le monde. Tu m'avais dit que tu n'avais pas l'impression d'être étranger. La seule différence, c'est que là-bas, il y avait plus de noirs que de blancs. Tu m'avais dit qu'il ne fallait pas voir tout en noir, et tu avais ajouté « Tout est bien dans le meilleur des mondes ». Mais tu ne m'avais pas dit comment échapper à la folie ordinaire, dans laquelle chacun se raconte sa propre histoire. La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique. Et moi je mettrais ça sous le mot fraternité qu'on a vraiment découvert. Les moyens en force de l'ordre qu'ils consacrent à la gestion de la situation à Calais, des renforts exceptionnels en force de l'ordre. Je vous remercie. Non, non, non. Ok. Il saoule. Mon petit chat. Mon petit chat. Mon petit chat. Non? Oui. Quelque chose de bon. Attendez quoi? Ça a sonné? Non, non. Non, je crois que peut-être c'est le courrier, hein? Ah ça oui, ça, à sortir ça peut être le courrier, oui. Ça m'étonnerait pas. Comment les fêtes à Halloween? Halloween, bah, tu sais, c'est né en Amérique. Ah oui, c'est fait en Amérique. Mais c'est con ici. Parce que je pense que les Américains ont très peur de la mort. Ils veulent pas. Il ne faut pas parler de la mort. Enfin, bah, si, je regrette, ça fait partie de la vie, c'est comme ça.
Ça sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Hein. Et d'ailleurs, tu vois mon journal. Ah oui. Regardez la mort en face. Ah oui, on sait bien que ça ne va pas durer éternellement. Visite du pape. Pape? Non, parce que c'est les 500 ans de réforme, enfin de la réforme. Ah. Et le pape, il vient rencontrer l'église luthérienne, c'est-à-dire l'église protestante, à la recherche d'un nouveau souffle. Ah bah alors, je ne sais pas où il va aller. Ah, apparemment, ça vient de la Suède, ça. On ne peut pas aller dans tous les pays où il y a des protestants. Hein. Ça fait effectivement 500 ans que Luther a écrit au pape pour lui dire que ce qui se passait dans l'église catholique, ça n'allait pas du tout. C'est pour ça que les protestants ont beaucoup aimé sans doute aussi, les juifs pendant la dernière guerre. Oui. Parce que eux, ils savaient ce que c'était d'avoir été déportés, avoir été obligés de fuir leur pays parce qu'ils n'avaient pas le droit d'exercer leur foi qu'ils la voyaient. Oui, c'était amoureux. Et ça leur a été resté. Donc ils ont aidé beaucoup. Il y a un village qui est pas loin de Saint-Étienne, où habitent Philippe et Françoise, qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon. Et ben, tout le village a caché des juifs et des enfants. Ah bon? Pendant toute l'occupation. J'allais dire des milliers, je crois que ça a atteint plus de 1000 d'ailleurs, mais enfin, ils accueillaient les enfants et ils les cachaient. Alors évidemment, ça ne leur rendait pas leurs parents, parce que je suppose que quand la guerre a été finie, et les enfants, bon, ils étaient sauvés, et les parents, eux, ils avaient peut-être été emmenés. L'histoire ne le dit pas. Hein. Et au Chambon-sur-Lignon, il y a une plaque où il y a marqué qu'ici on a sauvé des juifs. C'est ce que les juifs en Israël appellent les justes. C'est ceux qui ont aidé les juifs. Comment ça s'est passé chez vous la période où Hitler a envahi tout? Non, c'était 1915 années. C'était le génocide qui était passé à... C'est Turquie qui fait ça. Ouais. Parce que Hitler... Mais là, il n'y avait pas Hitler. Non, Hitler dirait qu'il n'y a pas ça c'est 1915 années. Hitler pas encore de... La question c'était comment, de 1940-1945, de 40-45, comment ça a été vécu chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? C'était guerre avec Soviétique, avec SSSR. Et Hitler, on a été SSSR. Hitler n'a jamais été jusque-là. Hitler, il était à 45 années, il voulait frapper tout. En Russie, tout. Mais cette période, on a fait guerre, les Arméniens, les Russes, Géorgiens, tout, c'est de Kafkaz, toutes les Russies on a fait guerre avec les Allemands, avec Hitler, quoi. Avant, c'était Staline. Ah bah oui. C'est SSR, il a gardé. Mais maintenant, nous, chacun pays, il a son président. J'ai l'impression qu'avec Poutine, c'est pas mieux. Non, Poutine a aussi. Poutine aussi. Le deuxième président arménien. Oui, il est fort, mais... Pas comme avant. C'est pas maintenant soviétique, c'est chacun pays. C'est pour ça on a jusqu'à maintenant des problèmes avec Turquie, tout ça. Parce qu'on n'oublie pas, chaque personne, chacun arménien, il ne peut pas oublier ça. Parce que 1 500 000 personnes, on a perdu sur ce génocide. Et on n'oublie pas, on fait ça, tout le monde, pour reconnaître. Il y a absolument que la Turquie qui doit reconnaître. C'est pas officiellement, mais tous les jours guerre. Avec Arménien, avec Azerbaïdjan, tous les jours. Qu'est-ce qui pourrait faire que chez vous, ça cesse d'être un dictateur finalement? C'est un dictateur que vous avez. Dictateur, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je crois révolution.
Ah oui, c'est ça, mais... Ouais. 3 mois avant, oui, ces jeunes, ils voulaient faire révolution, mais maintenant, tout le monde prison. Chez nous. Est-ce que tu as su, toi, si tu étais resté chez toi, ou si tu rentrais en Arménie, tu sais combien de temps tu passerais en prison? C'est jugement, il fait là-bas. Oui, mais il n'y a pas eu un nombre, tu vois, en France, au bout d'un jugement, tu sais que tu es condamné pour tant d'années. Oui, chez nous aussi comme ça, non là-bas. Par exemple, c'est pas... c'est eux qui décident combien et vous. Oui. Par exemple, je sais pas... Oui, puis peut-être que ça change, peut-être que ça change. On ne sait pas. Oui, tu sais pas combien d'années tu pourrais passer. Et je veux pas essayer de voir, savoir combien, peut-être ou pas, je sais pas. Mono? Qu'est-ce que tu dis là? Mais en français, comment tu dis? Ah bah alors je préfère en arménien. Bon, c'est presque pareil. Mono, ils disent mono. C'est un chien qui s'appelle Mono, oui? C'est vrai? Oui, c'est... Un chat. Et où il est, ce chien? Tu rigoles? Il est ici? Oui. Mono, il est où? Il est gentil? Il est gentil, le chien? Est-ce qu'il est gentil? Il est gentil, ça? Ça? Mono, il est gentil ou... Non, il rigole. Je comprends pas. Quand tu parles comme ça, je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, eh ben écoute, toi tu sais, tu vas aller faire tu vas aller faire ta sieste. Tu vas aller dormir, comme à l'école. Ouais, 2 heures dormir. Et après, on va jouer, oui, ça? On monte un kiosque. Ça sera, de toute façon, je prendrai que 2 bulletins sur la table. Ce sera le sien. Pour moi, ça va être même si Naomi Hollande, il a des belles ambitions dans son programme. Et puis à la fin du quinquennat, finalement, il y a pas celui-là. Bah oui, mais c'est pas en pensant à soi, c'est en pensant à ceux qui viennent. Vous partez sur quel pied? C'est celui du progrès. En marche. Exactement. D'accord. Pourquoi ça nécessite de gonfler des ballons? Alors le Sentier, c'est d'abord le village de mon enfance. Bon, c'était un petit village, donc à l'époque, qui vivait bien. Je suis allée dans la petite école du Sentier. Et puis, ce qui était assez étonnant dans ce village, c'est que l'église appartenait à mes grands-parents. Et donc, c'est un peu lié à l'histoire du Sentier, puisque cette église avait été désaffectée suite au rattachement du Sentier au village de Motedon. C'est vrai que quelque part, les gens du Sentier auraient préféré être au Boulet, et je les comprends. Et d'ailleurs, les gens du Sentier n'ont jamais eu beaucoup d'affinité avec le bourg de Motedon, déjà au niveau géographique. Et puis ensuite, il a fallu attendre 1895 pour qu'il y ait vraiment une grosse scission, pour la bonne raison que le curé de Motedon ne voulait plus faire la messe là-bas au Sentier. Donc c'est là que s'est créé vraiment de la résistance, et puis que les gens se sont convertis au protestantisme. Et on crée le temple en 1896.
C'est pour ça que le temple, il s'était monté. Les gens, ils avaient protesté. Il avait du caractère, hein, pour un petit patelin comme chez nous, faire monter un temple. Des gens, ils se sont manifestés, vraiment. Il n'était pas riche. Il avait, non, chacun cotisait un petit peu pour faire monter ça. Finalement, on s'aperçoit que cette nouvelle religion était très suivie par les habitants du Sentier, puisqu'il y avait beaucoup de monde aux célébrations. Lorsqu'il y avait les fêtes, on retrouvait beaucoup de monde, à tel point que le temple était presque trop petit parfois. Hein. Mes arrière-grands-parents étaient... Alors, je ne sais pas si mes arrière-grands-parents étaient protestants, mais il y a des chances. Peut-être que mes arrière-grands-parents étaient protestants, du côté maternel, donc. Et eux ont été enterrés au Boulet. Voilà, tous les deux, parce qu'ils ne voulaient pas être enterrés à Mottedon. Pourquoi ils ne nous ont pas mis au Boulet, puisqu'on voulait aller au Boulet, à l'époque qu'ils voulaient aller au Boulet? D'abord, on a beaucoup de familles nous, qui sont enterrées au Boulet. Hein. Toute notre famille est enterrée au Boulet. Et puis nous, personnellement aussi, on ça y est, au Boulet. Moi, j'irai au Boulet. J'ai vécu ailleurs. En 92, 91, on cherchait une maison avec mon mari. On est venu au Sentier, on a trouvé cette maison. Mais il y avait toujours quand même 2 classes qui avaient lieu dans l'école du Sentier. Ce qui s'est passé, c'est que 5 jours avant la rentrée des classes, alors que ma fille devait rentrer en CE1, la mairie nous a appris que l'école du Sentier serait fermée, qu'il n'y aurait plus de classes au Sentier. Moi, à mon époque, j'avais supprimé la dernière classe du Sentier, et ça avait fait énormément tousser. C'était uniquement au niveau financier, coût financier. Mais bon, d'un autre côté, à la décharge de tous ces gens, de tous les habitants du Sentier, voir la dernière classe partir, ça ne fait jamais plaisir. Et du coup, il y a un mouvement qui est né. À ce moment-là, il y avait d'autres jeunes qui avaient des enfants à l'école. On a organisé une réunion et on s'est aperçu que les vieux étaient bien plus en colère que nous. En fait, là, effectivement, on s'est senti un peu comme des passeurs d'histoire parce que on a senti toutes les rancœurs qui étaient restées dans le cœur de beaucoup d'habitants du Sentier. C'est à ce moment-là qu'on a créé l'association du Sentier, avec tout simplement l'idée de créer du lien social, en fait. Il y avait juste ça derrière. Hein. Donc on faisait des petites fêtes dans le champ en bas de chez nous, et donc c'était bien agréable, quoi. Tout le monde, il y avait plein de gens d'ailleurs de Mottedon qui venaient aussi. Et quelque part, pour beaucoup de gens de Mottedon, on voyait cette association qui, avec un œil particulier, on pensait que ça, ils voulaient relancer un petit peu pas cette polémique, mais la vieille histoire du Sentier. Comme on n'était plus habitué de voir le Sentier bouger, vu de Mottedon, on se posait des questions. Depuis la fusion entre ces 2 communes, entre le Sentier et Mottedon, je suis le premier maire élu donc, de la commune de Mottedon, mais à habiter au Sentier. Je pense que c'est un pas supplémentaire, on dit entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler d'apaisement, mais au moins de consensus. Et voilà, en fait, je pense qu'à travers ça, c'est tourner en fait la page d'une histoire qui est très riche d'ailleurs. Mais voilà, c'est tourner une page et passer un petit peu à autre chose. Puis aujourd'hui, bien sûr, tout s'est apaisé. Il n'y a plus rien. L'église a été rachetée par mon cousin, qui y vit. Le temple sert de garde-meuble. Tout ça, ça s'est estompé, quoi. Moi, en tant que père, je suis un petit peu fier aussi qu'il y ait cette histoire, puisque c'est quand même important. Et quand aujourd'hui, on voit, c'est revenu d'actualité, maintenant on reparle encore de fusion de communes. Très récemment, on m'en a parlé, pour fusionner avec d'autres communes. Et je fais un petit sourire en coin en leur disant, mais vous savez, moi,
Je connais ça, je sais ce que ça peut donner. Hein. On avait nos 36 000 communes en France, c'était une richesse également. Qu'on fasse du travail en commun, ok, mais vouloir supprimer à outrance les communes, et là j'entendais parler dernièrement que faudrait des communes de plus de 3500 habitants, mais puisqu'on parle de regroupement de communes, ça se fera, si on le fait j'espère qu'on ne le fera pas avaler de manière autoritaire, comme malheureusement ça s'est produit dans le passé. C'est vrai qu'il y a un moment, on a peut-être évoqué l'idée de refaire une commune au Sentier, mais bon, voilà, on n'est pas allé jusque-là, quoi. Maintenant, à l'heure où, au contraire, les communes se rassemblent, d'ailleurs, c'est vrai que difficilement, et Mottedon a été un des derniers bastions à refuser l'intercommunalité. Et en fait, ils ont été sommés par la préfecture de rentrer dans l'intercommunalité. Hein. D'accord. Oui, ça fait partie aussi. Voilà, il y avait comme si il y avait une identité forte. Hein, fallait garder son identité. Hein, c'était important. Voilà, l'identité communale. Hein. Oui, quoi. On est loin de la paix sur Terre avec ça. Je veux maintenant être un enfant laborieux. Nuit debout. Intervenir sur tout ce que vous voulez. Ça peut être un sujet sur lequel vous travaillez, ça peut être Je crois qu'on n'a rien trouvé de mieux que les boîtes à chaussures pour y mettre les vieilles photographies. Dans une boîte à chaussures, on peut également y mettre des vieux papiers, des lettres, des carnets, un portefeuille. On y met aussi des souvenirs et parfois on y enferme aussi des fantômes. J'ai trouvé cette boîte il y a très longtemps dans une brocante, au milieu d'objets divers. Plus personne ne voulait de ces photos et du reste de la boîte, sauf le brocanteur qui l'avait déniché par hasard. Mais lui ne s'intéressait ni à ces photos de famille en noir et blanc sans âge, ni aux rouleaux de pellicule, ni à ces négatifs découpés et rangés méticuleusement dans des petites enveloppes datées de l'année 1942. Il se fichait pas mal de savoir que la plupart de ces photos avaient été prises à Alger. Et du reste, il ne croyait certainement pas aux fantômes. J'ai toujours eu envie de raconter ces photos, sans y parvenir, car j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose que je n'arrivais pas à définir.
Hier, j'ai eu à nouveau envie de fouiller dans cette boîte et de regarder autrement son contenu. En me disant que quelque chose d'important m'avait peut-être échappé. Quelque chose d'invisible. Comme un fantôme. Quelle est cette chose importante ? Est-ce la mèche de cheveux d'un nouveau-né ? Est-ce un visage qui revient sans cesse sous les traits d'un enfant, d'un adolescent et d'un jeune homme ? Est-ce de savoir qu'il s'appelle Jacques Gautreau, qu'il a environ 17 ans en 1942 et qu'il est un photographe amateur totalement inconnu des historiens ? Est-ce l'adresse de sa carte de visite ? 91 boulevard Camille Saint-Saëns à Alger. Ou est-ce la photo de cette femme qu'il a peut-être aimée ? Ou bien encore ces reportages photos réalisés durant l'été 1942 à Alger. Je ne m'étais jamais demandé à quoi pouvait ressembler Alger pendant l'été 1942. Je me dis que ce photographe consignait ses souvenirs et peut-être aussi ses convictions, mais il consignait surtout la mémoire de nos propres fantômes. Parmi ces enveloppes se trouve celle du 2e anniversaire de la Légion française des combattants, la FLC. Une organisation civile qui a pour but de régénérer la nation par la vertu de l'exemple et du sacrifice. Le 28 août se tient une soirée de gala en cet honneur, et à cette occasion, André Turcy, qui est une chanteuse célèbre, chante la Marseillaise devant une assemblée conquise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. En mars 1942, c'est Pierre Pucheux, en visite alors à Alger, que je trouve parmi les photographies de Gautreau. Il est alors ministre de l'Intérieur de Pétain. Dans l'affaire des fusillés de Châteaubriand, en octobre 1941, c'est lui qui désigne les otages français qui vont être fusillés par les Allemands. Parmi eux, Guy Moquet, 17 ans lui aussi. En 1944, Pierre Pucheux est jugé et fusillé à son tour à Alger. Le 8 novembre 1942, date où est prise la photographie, l'amiral Darlan est le commandant en chef des forces de Vichy, après avoir été chef du gouvernement de Pétain. Le jeune photographe se poste très près de l'amiral pour prendre ce cliché. Il ne se doute pas à cet instant que cet homme sera assassiné 46 jours plus tard. Au milieu de toutes ces photos se trouvent des cartes de visite. Pour chaque nom, je fais une recherche, je trouve parfois une photo, parfois des indices, parfois rien. Et puis je lis ce nom, Georges Chassagne. Georges Chassagne est photographe et reporter. Il habite 2 rue Henri Martin. Cette rue est dans le prolongement direct du boulevard Camille Saint-Saëns, à Alger. Chassagne et Gautreau sont donc presque voisins. Entre les deux, il y a la rue d'Illy et le Milk Bar. C'est donc peut-être dans cet endroit, autour d'une tasse de thé, que les 2 hommes ont échangé un jour leur carte de visite. À ce moment, Chassagne n'avait pas encore idée de ce qu'il filmerait quelques années plus tard, le 22 août 1955. Il n'avait pas idée qu'il se retrouverait dans un petit village du Constantinois, à Ain Abid. Il n'avait pas idée qu'il se retrouverait aux côtés d'un gendarme nommé Mello, alors qu'il couvrait pour les actualités françaises et américaines les premiers événements sanglants de la guerre d'Algérie. Et il n'avait pas idée que ce gendarme, soudainement,
Georges Chassagne n'avait pas aidé en filmant ces images, qu'on l'accuserait longtemps de trahison, de manipulation, de mise en scène. Après leur tasse de thé au Milk Bar, je me demande si les deux hommes se sont revus. Je ne sais pas non plus si Gautreau a vu un jour les images de Chassagne ou s'il est mort avant. La dernière photo de lui date de 1944 environ. Il porte alors un uniforme anglais. Peut-être a-t-il trouvé la mort avec cet uniforme sur le continent, ou bien en tenue civile dans le Milk Bar quand celui-ci a explosé en 1956. Ou bien alors la mort est-elle venue le surprendre en mars 1962, rue d'Illy, lors d'une ultime et sanglante manifestation pour l'Algérie française. Décidément, je crois qu'on n'a rien trouvé de mieux que les boîtes à chaussures pour y mettre les vieilles photographies, les vieux souvenirs et nos éternels fantômes.